Très chers compatriotes, frères et sœurs, Congolais et Congolaises de la diaspora, le FIS, qui est le Forum des intellectuels de Congolais de l'étranger, vous invite à ce très grand événement qui aura lieu le 19 juin. Nous allons faire notre lancement officiel. Je vous invite tous à vous joindre à nous massivement le 19 juin pour le lancement officiel de FIS. Ce lancement officiel, c'est tout simplement pour donner une couleur extraordinaire dans la célébration de la fête de notre indépendance qui va arriver le 30 juin. FIS a donc pour objectif de regrouper les intellectuels congolais de l'étranger dans un cadre de réflexion, d'action et de partage qui leur permettent de contribuer au développement de leur pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo, et aussi de travailler pour leur épanouissement dans leurs différents pays d'accueil. Dans ce mouvement donc, nous avons comme objectif de recenser les compétences intellectuelles et techniques des Congolais de l'étranger pour le mettre à la disposition de la République démocratique du Congo, bien sûr en collaboration avec nos compatriotes qui sont au pays. tous les jeunes Congolais, Congolaises de la diaspora, nous vous invitons. Cette plateforme est aussi pour vous. Je suis FIS Jeunesse. Au sein de FIS, nous avons la section femmes, où nous travaillons avec les femmes et pour les femmes. Venez ensemble, travaillons pour notre pays. Je suis FIS. Je suis FIS. Moi, je suis fils et vous aussi, vous serez fils. Messieurs et dames chevaliers de la plume, et chers compatriotes, en date du 4 juin de l'année courante, le bureau de l'Assemblée nationale a soumis à l'Assemblée plénière l'examen, article par article, de la proposition de loi numéro 10/13 du 18 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013. À cette occasion, la commission PAJ de l'Assemblée nationale a procédé minutieusement et avec méthode à l'examen des amendements proposés par les honorables députés. Dans une atmosphère démocratique et dans un contexte d'ailleurs de contradictions très éclairé, les honorables députés, après débat et moult propositions de réformulation, d'adjonction, de suppression, ont adopté la proposition de loi 6 dite en des termes suivants. Il y a lieu de noter, sur 337 votants, 336 ont voté oui. Un seul élu a voté non et il n'y a eu aucune abstention. Et comme vous l'aurez remarqué, cette proposition de loi a été presque votée par acclamation. Certes, il y a eu des dissensions d'opinion, mais dans le fond, les élus se sont mis d'accord à l'unanimité pour faire passer cette proposition de loi. À ce jour, la commission de loi, la commission PAJ, tient à informer à l'opinion publique que la proposition de loi numéro 10/13 du 18 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013, a été dûment transmise au Sénat en seconde lecture, en vue de permettre à la Chambre haute de voter cette présente en des termes identiques. Mais alors en substance, les articles 10, 12, 14, 17, 21, 21 bis, 22, 24, 24 bis, 25 alinéa 1, 28, 42 et 5
ont fait objet de modifications et ont été intelligemment complétées. Restant donc fidèles à l'esprit de l'initiateur, celle qui consiste en renforcer l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI afin de lutter contre toute velléité liée à son instrumentalisation, l'Assemblée plénière a ouvert donc brèche d'un pas entier à de nouveaux axes que l'on peut qualifier comme des innovations fondamentales et importantes. Ces innovations peuvent s'articuler autour des réajustements suivants. 1. La soumission désormais de la gestion de la CENI à un double contrôle. Le contrôle externe comme le contrôle interne. Et c'est donc conformément à la Constitution du 18 février 2006 et aux lois de la République. Deuxièmement, en termes d'innovation, il y a lieu de noter l'interdiction aux membres de la CENI d'acquérir à quelque titre que ce soit directement ou indirectement, des biens destinés à la CENI, ou même alors à participer au marché public concernant la CENI. Donc vous aurez remarqué que cette nouvelle proposition organise une forme de dépoussiérage du marché public qui concerne la quincaillerie électorale et tout ce qui concerne la CENI. En termes d'innovation encore, cette loi assure la protection, ça n'a jamais existé, la protection des membres de la CENI contre les pressions des tiers. On sait compris même ceux qui les ont désignés. Vous remarquerez que dans les incises de cette loi, il est dit expressis verbis qu'il est interdit aux composantes qui ont désigné les membres de la CENI de pouvoir soit les retirer, les changer ou de maintenir une quelconque pression sur le membre de la CENI. C'est strictement proscrit. Et donc c'est une innovation importante à retenir. 3. L'institution de la sanction collective et individuelle de la déchéance des membres de la CENI au cas où il se révélerait que membres de la CENI viendraient à violer intentionnellement et dolosivement la présente loi organique. Et donc c'est une innovation importante. Ça n'a jamais existé en droit administratif congolais, qui est ouverture du champ matériel de la compétence du Conseil d'État, qui désormais, au-delà du fait que c'est une juridiction des actes administratifs, le Conseil d'État jugera des personnes pour des actes et des faits qui se rapportent à la déchéance. Et là, je parle de membres du bureau de la CENI. Comme quatrième importante innovation, il y a l'institution de la sanction de la démission des membres de la CENI en cas du non-dépôt du rapport à l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la session du mois de mars. Et c'est dans 45 jours ouvrables. Et que donc si il advenait que la CENI se refuse de déposer son rapport à la clôture des opérations électorales ou à la session de mars, à compter de la date de l'ouverture de la session jusqu'à l'expiration des 45 jours, le membre de la CENI s'expose immédiatement à une sanction de démission. 5. La limitation du nombre. Et là, nous touchons aux aspects structurels. Du membre de la CENI à 15. Il y a une augmentation supplémentaire comparativement à l'ancienne rédaction qui prévoyait 13 membres. Et on en est à 15 membres désormais. Et je pense, dès le départ, comme vous aurez remarqué dans les débats, dans la proposition initiale, il était prévu que la composante politique puisse avoir 10 membres, 9 membres, et la société civile devait avoir 5 membres. Et d'ailleurs, dans cette proposition de loi, il y a eu des innovations importantes. La société civile qui avait 3 membres jadis, elle passe de 3 à 5, et la société politique à 10 membres, et on s'en répartit à raison de 6 pour la majorité et 4 pour l'opposition. Vous savez, chers amis de la presse, la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Et le Constituant l'a prévu à l'article 211. Et nous parlons peut-être trop de la CENI et n'est pas la seule institution d'appui à la démocratie. Une autre institution d'appui à la démocratie, et je crois que vous y appartenez en tant que journaliste, c'est le CESAC, qui a le même statut constitutionnel que la CENI. C'est important. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est celle-ci. Lors du dialogue intercongolais de Sun City,
auquel moi j'ai eu aussi le bonheur, le privilège de participer, nous sommes en fait inspirés du modèle sud-africain. Ce sont les Sud-Africains qui ont commencé avec ce modèle de la CENI et n'existaient pas. Consultez un peu notre histoire constitutionnelle, tous les textes constitutionnels depuis la loi fondamentale, rien n'était prévu de tel. Nous sommes inspirés du modèle sud-africain. Troisième élément, mais vous connaissez les pays démocratiques dans le monde. Il n'y a pas de CENI aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de CENI en Grande-Bretagne, il n'y a pas de CENI en Belgique, il n'y a pas de CENI en France, pour ne citer que ces pays-là comme des modèles de démocratie. Il n'y a pas de CENI en Italie. Mais nous l'avons voulu parce que notre peuple s'est inspiré, il a estimé qu'il était nécessaire de l'instituer comme un organe constitutionnel. Donc cela est très important dès le départ. Parlant au nom de l'Assemblée nationale, avec l'autorisation du bureau, nous n'allons pas descendre dans des caniveaux. Un coup d'État contre la République, mais il faut savoir ce que signifie la République. Qu'est-ce que c'est que la République? Je ne veux pas répondre à ça. Si vous dites que c'est un coup d'État contre la République, il faut d'abord se remettre, qu'est-ce que c'est que la République? Est-ce que la République c'est une confession religieuse? Est-ce que la République c'est une organisation de la société civile? Non. Mais l'Assemblée nationale qui a adopté, c'est une institution de la République. Et vous voyez, lorsque le Constitution énumère les institutions de la République, vous savez très bien en tant que personne de médias quelles sont les institutions de la République. Et l'article 1er de la Constitution dispose que la RDC est un État laïque. Vous n'avez pas vu une confession religieuse énumérée parmi les institutions de la République. Donc dire c'est un coup d'État contre la République, je ne comprends rien. Je comprends moi qu'il y a un problème au niveau de l'entendement du mot République. La PAJ a dénaturé l'idée au départ. Mais disons d'abord une chose aussi. Mais lorsque nous parlons de la proposition de loi, initiée par l'honorable Lutundula, mais c'était membre de l'Union sacrée de la nation. Qu'on se le dise. Donc l'idée au départ, même de la réforme, parce que la proposition est portée par l'actuel ministre Lutundula, membre de l'Union sacrée de la nation. Ce que l'idée est partie même de nous-mêmes. Parce que c'est l'un de nôtres qui fait la proposition de loi. C'est que c'est nous-mêmes qui voulons la réforme. C'est que nous-mêmes qui voulons faire promouvoir les choses. Je crois que cela doit être clair. Cette proposition de loi est gelée. La proposition de loi vient de nous-mêmes, des membres de l'Union sacrée de la nation, d'un parlementaire et d'un politique. L'idée au départ, c'était laquelle? Voilà ce qui est au départ. Voilà le texte, et je crois que tout le monde l'a. On parle de la dépolitisation. Je touche déjà même à une autre question. Mais qu'est-ce que c'est que dépolitiser? Qu'est-ce qu'on entend par politique? Mais politique, dans un sens noble, c'est tout ce qui intéresse la cité et la bonne marche de la cité. Et aucune institution, toute institution qui s'occupe de ça est un peu politique. On voudrait évoquer la composition de la CENI. Voilà la proposition de loi applaudie par toute la société civile. Et par le groupe de G15, je ne sais pas si c'est 20 ou je ne sais combien. Voilà la proposition de loi. Nulle part, il n'a jamais été question de la dépolitisation parce qu'ils étaient conscients qu'une institution d'appui à la démocratie qui est elle-même un concept politique par excellence, une institution d'appui à la démocratie ne peut pas être apolitique. Et eux-mêmes, dans le texte que vous avez, et vous, chacun de voir ce texte, personne, la proposition de loi, vous devez la voir, parce qu'on en parle. Qu'est-ce qui était dit? L'honorable Lutundula, notre collègue, et qui a porté la voix de la société civile. La composition de la CENI, article 10, est composée de 15 membres, s'il vous plaît, composés à part égale par les forces politiques, qui sont d'ailleurs citées en premier lieu, et la société civile en deuxième lieu. Quelle est la composition proposée? Parce qu'on a dénaturé l'idée au départ. Qu'est-ce qu'on a proposé? 5 membres désignés par la majorité. Est-ce que la majorité, c'est la société civile? C'est la composante politique.
5 membres par l'opposition. Mais l'opposition appartient à la classe politique et 5 membres pour la société civile. Ce qui fait que l'idée du départ, c'est quoi? Ils avaient compris eux-mêmes que la CENI ne pouvait pas être dépolitisée. C'est ainsi qu'ils ont proposé seulement un tiers des membres devaient provenir de la société civile. Et ça, c'est la proposition de loi. Et l'honorable rapporteur l'a dit, nous sommes allés plus loin en passant de 3 à 5, presque le double. Donc voilà qu'on ne cesse de parler, qu'on cesse de faire du populisme. Qu'on cesse de faire du populisme. Nous sommes très avancés. Voilà donc ce que nous avons adopté. Nous avons augmenté le nombre des membres de la société civile. Et je crois qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, et pour cela nous remercions l'honorable Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, qui a permis ce premier exercice. Parce que c'est là une tradition qui s'inaugure. Vous savez, les députés nationaux représentent la nation. Et dans la mesure du possible, autant que faire se peut, nous sommes tenus à cet exercice de rendre compte. Donc c'est une tradition et nous sommes heureux que le bureau de l'Assemblée nationale ait permis donc cet exercice. Vous savez, la commission PAG est la première commission de l'Assemblée nationale. C'est la toute première. Donc nous sommes heureux que cette tradition est inaugurée. Dans la mesure du possible, nous nous tiendrons au service de la presse pour informer notre peuple de ce que nous faisons parce que nous sommes les représentants de ce peuple. L'honorable rapporteur vous a donné l'économie générale de la proposition de loi qui va très rapidement devenir loi. L'objectif poursuivi, vous vous en doutez, c'est que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Assemblée nationale, sous la direction de son bureau, l'ensemble des députés nationaux, nous sommes déterminés à aller aux élections dans les délais constitutionnels. Nous sommes déterminés, c'est pourquoi au niveau de la commission, nous avons tenu à accélérer ce processus pour que nous allions aux élections qui soient véritablement démocratiques, libres, transparentes. C'est la société civile même qui a la présidence de la CENI. Écoutez, lors des débats au niveau de la commission, il y a eu aussi des questions, non? Le cycle électoral 2006, il y a eu des problèmes. 2011, des contestations. 2018, des contestations. Cycle électoral conduit par la CENI. Mais la CENI dirigée par qui? La société civile, confession religieuse. Mais les politiciens pouvaient aussi se dire non. En 2006, vous avez échoué. Il y a eu des problèmes. En 2011, il y a eu des problèmes. En 2018, donc dorénavant, que ce soit un politique qui dirige la CENI. Nous ne sommes pas allés là-bas. Nous avons tenu justement à garder les choses telles qu'elles étaient prévues dans la loi. Donc, la société civile conserve la présidence de la CENI. La dernière signature, c'est la société civile confession religieuse. Voilà donc ce que je pouvais dire à ce sujet-là. Sur le poste du rapporteur général, le rapporteur plutôt confié à l'opposition, là, il n'y a pas de problème. Si l'opposition elle-même, l'opposition ne s'est pas plainte, je crois que l'honorable rapporteur l'a dit, une seule voix contre de toute l'Assemblée nationale. Tous pour. Il n'y a pas un problème entre la majorité et l'opposition, parce que et la majorité et l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, et je crois aussi du Sénat, nous sommes déterminés à avoir un processus libre, transparent, démocratique et paisible. Parce que et la majorité et l'opposition, nous sommes déterminés à aller aux élections dans les délais constitutionnels. Une autre question, qu'adviendra-t-il? Donc, à politique, ça ne viendra pas. Ça ne va pas arriver que le Sénat revienne sur ça. Ça ne va pas arriver. Et donc, vous avez ôté son caractère politique. Je dis, bon, et à la politiser. À politique, ça n'a jamais été apolitique. Donc, ce que vous dites qu'ils ont parlé de l'apolitisme de la CENI, déjà, ça n'existe pas dans le texte que nous avons eu à travailler. Voilà donc, chers amis, globalement, comment je peux répondre à ces questions-là. On raconte trop de choses, mais voilà ce qui s'est passé. Nous avons tenu à améliorer le processus, à travailler sur la proposition qui nous était soumise et à faire en sorte que les prochaines élections soient les plus démocratiques possibles.